Alors, il y a une question qui a l'air toute simple comme ça, mais qui est un vrai casse-tête. Combien de gélules d'oméga 3 on doit prendre par jour? Ah oui, la question classique. On voit des chiffres partout, des recommandations qui partent dans tous les sens, et honnêtement, la plupart du temps, on navigue un peu à l'aveugle. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on part en mission. On va s'appuyer sur un article très détaillé de Sacha Coadon pour Supernutrition et on va essayer de construire la stratégie parfaite. C'est une excellente mission. Parce que le point de départ, et c'est ce que l'article met très bien en avant, c'est que la question, en fait, c'est pas combien de gélules. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a vraiment dans mes gélules? L'objectif, c'est de passer d'une consommation un peu au pif à une supplémentation intelligente, ciblée. Et pour ça, il faut apprendre à lire une étiquette. On va apprendre à déchiffrer le code alors. L'article promet de nous guider pour ajuster l'apport selon les objectifs de chacun, santé générale, sport, bien-être cognitif. Par où on commence? La première étape, c'est de connaître la base, le point de référence officiel. Et pour ça, on a l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA. D'accord. L'article nous rappelle que pour un adulte en bonne santé, l'apport journalier recommandé se situe entre 250 et 500 mg d'EPA et de DHA combinés. Ok, 250 à 500 mg. Mais honnêtement, ça paraît très peu par rapport aux doses qu'on voit parfois sur des sites de sport qui parlent de plusieurs grammes. Oui, Est-ce que cette recommandation, c'est pas juste le strict minimum pour éviter la carence, plutôt qu'une dose optimale? c'est une très bonne question. On peut voir ça comme le seuil de maintenance, oui. C'est l'apport nécessaire pour que le cœur et le cerveau fonctionnent bien, pour pas être en déficit. D'accord. Mais vous avez raison, pour des bénéfices plus ciblés, on va voir que les doses, elles grimpent très vite. Sauf qu'avant même de parler d'augmenter, il faut comprendre ce que ces 250 mg représentent. Et c'est là qu'est le premier piège. Le piège. C'est-à-dire Le piège, c'est de confondre la quantité totale d'huile de poisson avec la quantité d'oméga 3 qui sont vraiment actifs. Ah, Une gélule peut afficher 1000 mg d'huile de poisson, mais ne contenir que 300 mg d'oméga 3 actifs. Le reste, ce sont d'autres graisses, qui sont pas inutiles, mais c'est pas ce qu'on recherche. Donc le seul calcul qui compte, c'est la somme de ces deux fameux acides gras, l'EPA et le DHA. exactement. L'acide eicosapentaénoïque et l'acide docosahexaénoïque, le seul calcul, c'est EPA plus DHA. Donc, premier réflexe, on ignore le gros chiffre marketing sur le devant du flacon et on retourne l'étiquette pour chercher les petites lignes, dont EPA et dont DHA. C'est le geste qui change tout. La vraie puissance d'un complément, elle se mesure là. Une gélule de 1000 mg de mauvaise qualité, ça peut être 180 mg de PA et 120 de DHA. Soit 300 au total. Voilà. Alors qu'une gélule de haute qualité de la même taille peut en contenir 700 ou 800 mg. La différence est énorme. C'est du simple au triple, quasiment. D'accord. Maintenant qu'on sait calculer, revenons à la dose. Si 250 mg, c'est la maintenance pour le cœur, comment on fait évoluer ce chiffre pour des objectifs plus ambitieux? C'est là qu'on entre dans la personnalisation et l'article est très clair. Pour la santé cardiovasculaire, oui, cette base de 250 à 500 mg est suffisante. C'est idéal pour compenser une alimentation moderne, souvent pauvre en poissons gras. Macro, sardines, ce genre de choses. Exactement. Et si on est sportif, j'imagine qu'avec l'inflammation de l'effort, la récup, les besoins sont pas du tout les mêmes. Pas du tout, non. Là, ils explosent, littéralement. Pour les sportifs, l'article recommande une dose qui va de 1500 à 2000 mg par jour. Attendez, 2000 mg, c'est... c'est potentiellement 8 fois la dose de base pour la santé cardiaque. Et oui, Je n'aurais jamais pensé que la différence était aussi spectaculaire. L'article explique pourquoi ce besoin explose comme ça pour la récupération. oui, il cite une étude qui est assez parlante. À ces dosages, les oméga 3 ne sont plus juste en maintenance. Ils deviennent des modulateurs actifs. C'est-à-dire? Ils aident à optimiser la synthèse des protéines, donc la reconstruction du muscle, et surtout ils réduisent de façon très nette les courbatures et l'inflammation après l'effort. C'est un vrai outil de récupération. Fascinant. On passe d'un rôle de protection à un rôle de performance. Et pour le cerveau, pour la concentration, la mémoire, ce fameux brouillard mental. Pour le cerveau, la stratégie est plus fine. La quantité est importante, oui, autour de 500 mg par jour, mais le plus crucial, c'est le ratio. L'article insiste sur le besoin d'avoir une dominante en DHA. Ah, le DHA spécifiquement. Oui, parce que le DHA, c'est le principal acide gras qui compose les membranes de nos neurones. C'est littéralement une brique de construction du cerveau. Un bon apport en DHA soutient la fluidité de la communication entre les cellules nerveuses. Ce qui se traduit par plus de vivacité d'esprit, un meilleur moral. C'est ça.
D'accord. Donc, c'est moins une question de quantité brute que de fournir le bon matériau au bon endroit. Et pour l'inflammation chronique, les douleurs articulaires, par exemple. Là, on revient sur des doses plus élevées, un peu comme vos les sportifs, entre 1000 et 3000 mg par jour. Ah oui, quand même. L'explication est simple. Notre alimentation moderne est saturée en oméga 6 qui favorise l'inflammation. Les oméga 3, eux, sont les précurseurs de molécules qui, au contraire, aident le corps à éteindre l'incendie. C'est l'image des pompiers en quelque sorte. On donne au corps ce qu'il faut pour rééquilibrer la balance. L'image est très parlante, oui. Et un dernier cas très particulier, les femmes enceintes. Quels sont les enjeux? L'enjeu est double, la mère et le fœtus. La recommandation, c'est l'apport de base d'un adulte, plus 200 mg de DHA pur en plus chaque jour. Pour le bébé, j'imagine. Oui, ce DHA est absolument crucial pour la construction du cerveau et de la rétine du bébé. Et l'article insiste, à juste titre, sur un point qui n'est pas négociable, la pureté de l'huile. Zéro polluant, zéro métal lourd. C'est un panorama très complet. On a le combien et le pourquoi. Mais la question qui vient tout de suite, c'est le comment. Est-ce qu'il y a un moment idéal dans la journée pour les prendre? Le matin? Le soir? Ça, c'est une des idées reçues les plus tenaces. Et la réponse de l'article est catégorique. Le moment de la journée, ça importe très peu. L'idée d'une heure magique est un mythe. Ah! Ce qui compte, c'est pas le quand, c'est le avec quoi. Le avec quoi? C'est-à-dire la règle d'or absolue. Toujours prendre ces gélules au milieu d'un repas qui contient des matières grasses. Huile d'olive, avocat, hush, un bout de fromage. Il faut des lipides pour que l'absorption se fasse. C'est fou! Donc, quelqu'un pourrait dépenser une fortune dans un flacon de super qualité et, en les prenant à jeun avec un verre d'eau, jeter 80% de son argent par les fenêtres. C'est une excellente image. Et elle est malheureusement très proche de la réalité. C'est purement biochimique. Ok. Les enzymes qui décomposent les graisses, les lipases, elles ne s'activent vraiment qu'en présence d'autres graisses dans le bol alimentaire. Sans ce signal, une grande partie des oméga 3 traversent le système digestif sans être absorbés. On paie pour des bénéfices que le corps ne reçoit jamais, en fait. Exactement. Et il faut beaucoup de gras? Une cuillère de vinaigrette, ça suffit? Ou il faut un repas vraiment riche? Non, non, pas besoin d'un repas très lourd. Un repas normal, avec une source de lipides, c'est suffisant. L'avocat, une poignée d'amandes, le jaune d'un œuf, ça suffit à déclencher le processus. D'accord. L'article donne aussi quelques conseils pratiques. Être régulier, c'est la clé. Et si on prend une dose élevée, plus de 3 gélules, il vaut mieux les répartir sur 2 repas. Logique. Et on commence une cure. On respecte tout ça. Au bout de combien de temps on peut espérer sentir un effet? Là aussi, il faut être patient. C'est pas un médicament à effet immédiat. L'intégration de l'EPA et du DHA dans les membranes de nos cellules, c'est un processus lent. Il faut remplacer les matériaux en quelque sorte. C'est ça. L'auteur estime qu'il faut une cure d'au moins 3 mois pour que les niveaux soient vraiment modifiés et que les bienfaits deviennent durables. 3 mois, c'est un engagement. Et si on prend des doses élevées, comme les 3000 mg pour l'inflammation sur une longue période, ça m'amène à une question. Y a-t-il une limite? On peut en prendre trop, c'est la transition parfaite. La sécurité, c'est un enjeu majeur. Et l'article se veut rassurant en s'appuyant sur les données de l'EFSA. Qui dit quoi? L'autorité européenne a fixé une limite de sécurité à 5000 mg, soit 5 grammes par jour. 5 grammes, c'est bien au-delà de tout ce qu'on a cité. Exactement. Jusqu'à cette dose, l'EFSA considère qu'il n'y a pas de risque majeur, notamment de saignement, ce qui était une vieille crainte. Les effets secondaires d'un surdosage, c'est surtout digestif ou des renvois au goût de poisson. D'accord. Mais l'article soulève un point bien plus important. Le vrai danger, c'est pas le surdosage. C'est la qualité de l'huile. Le risque de consommer une huile rance, oxydée. Comment on peut s'en protéger concrètement? Le premier signal d'alerte, c'est l'odeur. Si vos gélules sentent fort le poisson dès que vous ouvrez le flacon, méfiance. Une huile de haute qualité a une odeur très neutre. Et les fameux rods de poisson? C'est l'autre indice, oui. S'ils sont systématiques et très forts, c'est souvent le signe d'une huile qui s'oxyde déjà dans l'estomac. L'article insiste sur l'indice Totox, une mesure de l'oxydation. Et il faut chercher la présence de vitamine E dans les ingrédients. C'est elle qui protège l'huile. Un conseil très pratique. Et y a-t-il des cas où il faut vraiment être prudent, même avec une bonne huile? Oui, un cas est clairement mis en avant, les personnes qui sont sous traitement anticoagulant. D'accord. Même si le risque est jugé faible, le principe de précaution s'applique
Il est impératif de demander un avis médical avant de prendre des doses élevées, parce que les oméga 3 peuvent, en théorie, fluidifier un peu plus le sang. C'est noté. Pour continuer, il y a quelques questions qui reviennent tout le temps. Par exemple, quels sont les signes d'une carence? L'article en liste quelques-uns. Une peau très sèche, des ongles qui se dédoublent, cassants, une fatigue oculaire persistante. Ah, ça va parler à beaucoup de monde, la sensation d'avoir les yeux qui tirent. Après une journée sur les écrans, on ne pense pas forcément à ça. C'est tout à fait ça. On peut aussi ajouter une baisse de concentration, des fluctuations de l'humeur. Ce sont des signes un peu généraux, mais leur accumulation peut être une piste. Et la question des oméga-3 végétaux, l'huile de lin, de chia, c'est une alternative équivalente? La réponse de l'article est sans équivoque non. Les plantes contiennent une forme d'oméga-3, là et là, mais notre corps doit la convertir en EPA et DHA. Et le rendement est pas bon, c'est ça? Le rendement est extrêmement faible, souvent moins de 5%. Il faudrait des quantités astronomiques d'huile de lin pour avoir les bénéfices d'une seule gélule d'huile de poisson. L'apport direct reste de très loin le plus efficace. Et la question que tout le monde se pose secrètement, est-ce que ça fait maigrir? Non, ce ne sont pas des brûleurs de graisse magique, ça n'annule pas les calories. Par contre, et la nuance est de taille, l'article explique qu'un bon statut en oméga 3 aide à optimiser le métabolisme. Comment ça? Ils améliorent la sensibilité des cellules à l'insuline, ça aide le corps à mieux gérer les sucres et à moins les stocker en graisse. Donc, dans le cadre d'une bonne hygiène de vie, oui, ça peut contribuer à une meilleure régulation du poids. Parfait. Si on devait distiller tout ça en 3 règles d'or, les 3 choses à retenir absolument. La première, sans hésiter, arrêtez de compter les gélumes. Lisez les étiquettes et additionnez les milligrammes d'EPA et de DHA. C'est le seul vrai indicateur. Deuxièmement, la personnalisation. La dose de maintenance, c'est pas la dose de performance. Il faut adapter son apport à son objectif personnel. Exactement. Et troisièmement, le comment est aussi crucial que le combien. Prenez toujours vos gélules au milieu d'un repas avec des lipides. C'est pas négociable si on veut que l'investissement serve à quelque chose. C'est une excellente synthèse. Pour conclure, en repensant à tout ça, quelle est l'idée finale qui se dégage de cette analyse? Je reviens sur la question de la perte de poids. L'article dit que les oméga 3 optimisent le métabolisme et la sensibilité à l'insuline. Cette petite phrase, l'air de rien, elle nous invite à une réflexion plus profonde. Oui, On a tendance à voir ces acides gras comme des compléments, quelque chose qu'on ajoute en plus. oui, comme une rustine ou un bonus. Voilà. Mais si ces molécules peuvent influencer des mécanismes aussi fondamentaux que la manière dont notre corps gère l'énergie, le sucre, alors il faut peut-être changer de perspective. C'est-à-dire? Il faudrait cesser de les voir comme un simple plus et commencer à les considérer comme une composante de base de notre santé métabolique, au même titre que l'activité physique ou la qualité du sommeil. Ce ne sont pas des substances étrangères qu'on ajoute, ce sont des éléments structurels dont notre corps a un besoin fondamental pour fonctionner de manière optimale. Et cette idée, je trouve, elle change